Bonjour, je suis Anouk pour la TCBH. Cette semaine, nous sommes allés rencontrer le maire de la ville de Trois-Pistoles, Philippe Guilbert, à l'hôtel de ville qui a abordé différents sujets. Premièrement, l'annonce de l'université Western, soit la fin irrévocable de son implication à l'école de langue française de Trois-Pistoles après 92 ans de partenariat. M. Guilbert nous a également parlé des résultats du forum de consultation citoyenne de la ville en vue de la planification stratégique des prochaines années. Aussi, il a abordé le dossier du plan de revitalisation du parc de l'aventure basque en Amérique, le PABA, situé près du quai de Trois-Pistoles. Enfin, il fait état de l'avancée de la troisième phase de la construction du domaine de Trois-Pistoles, une résidence pour aînés autonomes et semi-autonomes rue de la Seigneurie à Trois-Pistoles. On écoute ça tout de suite. En ce moment, évidemment, on a reçu la mauvaise réponse, la mauvaise nouvelle, la réponse de l'Université Western concernant l'école. Bon, eux autres, ce qu'ils ont décidé, c'est vraiment en lien avec les opérations de l'université au complet, là, de ce que je comprends, des informations que j'ai eues. Après, bon, la mobilisation, je crois qu'elle a servi parce que, bon, évidemment, la décision, la façon de faire de Western dans tout ça, on peut... évidemment, ça aurait pu être mieux. Là, on aurait pu avoir plus de collaboration de l'université. Les choses auraient pu se passer vraiment autrement, sauf que maintenant, la décision était prise. Probablement que la décision a été prise depuis longtemps. Mais je pense que la mobilisation a contribué à ce que l'Université Western nous propose une solution parce qu'ils ont bien réalisé là, que l'école avait une énorme importance là, pour la ville de Trois-Pistoles. Donc, là, on a un scénario où on a une solution proposée, où il y a une autre université qui a levé la main pour montrer son intérêt. Donc, je n'ai pas trop l'intention de regarder ou d'essayer de critiquer le passé puis comment Western a fait les choses. Là, maintenant, on a un intérêt d'une autre université. Maintenant, j'ai plutôt envie de me tourner vers l'avant puis essayer de créer un autre partenariat, si on veut, puis d'aller de l'avant avec tout ça. Bien, c'est sûr qu'ici, on avait de l'adaptation à faire probablement. Les 2 années de retour de pandémie ont été difficiles parce que il y avait un contexte sanitaire qui était difficile, il y a un contexte économique aussi, le coût de la vie a drastiquement augmenté, puis les compensations aux familles n'ont pas nécessairement augmenté. En fait, on a dû un peu gratter les fonds de tiroir pour augmenter les compensations, mais c'est pas arrivé à la hauteur nécessairement de ce que les familles attendaient, possiblement. Mais il y avait quand même une difficulté là, avec, surtout en 2022, là, avec les mesures sanitaires qui étaient encore en place. En 2023, on a essayé d'aller chercher un peu plus de familles. On a doublé le nombre de familles en 2023 par rapport à 2022, mais c'était quand même insuffisant là, pour Western en termes de nombre d'inscriptions. Ça n'a jamais été le nombre d'inscriptions le problème. Faut bien le comprendre. À ce moment-là, c'était vraiment le nombre de familles, mais je pense que tout le contexte a un peu démobilisé les familles. C'est ça qui a rendu la situation difficile. C'est possiblement ce qui a fait en sorte que Western a intégré ce programme-là à leur processus de révision, parce que c'est pas le seul programme qui était en processus de révision au sein de l'université. Il y a plusieurs programmes qui ont écopé. Donc, c'est toute une question de contexte. Là. On peut en vouloir à Western, mais je pense qu'il aurait peut-être pu faire les choses différemment, mais on a une adaptation à faire à Trois-Pistoles. Mais là, en même temps, là, on a une université qui a un intérêt, parce que ce qu'on sentait aussi, c'est que l'Université Western, eux, il y avait peut-être un petit désintérêt là, depuis quelques années. On sentait que c'était difficile de communiquer. Il y avait un lien difficile. Il n'y avait pas nécessairement de perspective de développement du programme. Ce qui est un peu frustrant là, quand on veut repartir quelque chose, puis on veut essayer de relancer un programme. Là. Donc, je pense que, ultimement, si ça finit par fonctionner avec une autre université, bien, on aura eu gain de cause là-dedans, puis on n'aura pas tout fait ça pour rien, ça c'est sûr. En ce moment, on n'a pas eu de contact, de premier contact direct avec cette université-là. C'est vraiment simplement pour cette raison-là que je ne veux pas trop
lancer, divulguer le nom, l'identité de l'université. Moi, ce que j'ai eu comme information, c'est qu'il y a un intérêt très sérieux, puis qu'ils ont même analysé la transition possible, l'intégration du programme au sein de leur université, mais je n'ai pas encore la confirmation de leur part. C'est pour ça que je ne veux pas trop m'avancer là-dessus. Une fois qu'on aura tout ça, puis qu'on aura eu leur accord, ça va me faire plaisir d'identifier l'université. S'il y a une chance qu'on puisse avoir quelque chose cet été, c'est sûr qu'on va saisir l'occasion, mais effectivement, les chances sont minces. Il faut être réaliste un petit peu, mais s'il y a une opportunité, je suis prêt à la saisir sans problème. À la MRC, on a eu une opportunité, si on veut, là, pour financer des planifications stratégiques. Donc, c'est en partie financé par un programme de subvention, en partie aussi par les municipalités. Puis, à peu près toutes les municipalités, là, bon, il y en a qui avaient déjà fait récemment leur planification stratégique. Puis sinon, la plupart des autres municipalités ont embarqué là-dedans. Dans le fond, c'est simplement d'avoir chacun notre planification stratégique, mettre les efforts en commun, si on veut, pour l'élaboration de ces planifications-là. Je pense qu'il y a plusieurs municipalités dans la MRC qui ont des points communs ou qui pourraient bénéficier d'avoir une structure commune d'une planification comme celle-là. Fait que dans le fond, à Trois-Pistoles, la première consultation va être le 21 octobre à 18h30. C'est un lundi, ça va être à l'Hôtel de Ville. Puis après ça, il va y avoir une consultation des élus. Il va y avoir une deuxième consultation publique, puis une deuxième consultation des élus. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher le pouls de la population pour établir une vision, si on veut, dans la ville, puis d'avoir le pouls des élus par rapport à ça, puis amener un côté plus rationnel. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce que la population décide d'établir un peu comme vision, si on veut. Dans le concret, comment la planification, la consultation va être faite, je ne sais pas, parce que j'ai pas... c'est fait de façon plus indépendante, si on veut, par la MRC. Là. Donc, nous, on n'a pas nécessairement été consultés sur le comment ça allait être fait, là, à part de la planification, des rencontres, des consultations. Mais non, ça va être assez indépendant, fait par la MRC. Puis nous, on va se laisser guider par ça, si on veut. Le PABA, bon, ça suit son cours. C'est sûr qu'en ce moment, bon, on est en retour là, sur l'été qu'on a eu, mais ça a été un superbe été. On a eu beaucoup d'activités qui se sont déroulées. On est vraiment content d'avoir pu réouvrir partiellement, disons, le PABA. Puis le reste à voir qu'est-ce qu'on va faire vraiment avec la suite des choses, avec ce bâtiment-là, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans. Il y a eu des consultations publiques qui ont été faites au début de l'été. Il y a plein de choses en fait, tous les événements qu'on a eus cet été, ça a permis aussi de faire un retour pour les gens dans le PABA, de revoir un peu ce bâtiment-là, de se remettre, de revoir avec une autre perspective d'aujourd'hui ce bâtiment-là, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire avec. Mais là, maintenant, en tout cas, on est en train de se diriger, essayer d'avoir un plan plus concret pour comment on met les choses en place à l'intérieur du bâtiment, là, physiquement, mais aussi en termes d'organisation. Il y a l'escale qui a été créée avec 4 organismes là, qui œuvrent dans le secteur du quai. Là. Donc, la Marina, la Société Provencher, la Coop Kayak et la CNB. Donc, c'est 4 partenaires avec la ville. Puis là, l'objectif, c'est d'avoir vraiment un plan pour occuper le PABA. Le PABA, c'est le Parc de l'Aventure Basque en Amérique. C'est un bâtiment qui a abrité par le passé des bureaux. Il y avait un musée à l'intérieur de ça. Il y avait un petit bistrot. C'était un peu une espèce de petit café. Les gens allaient là. Mais l'organisme, il y avait des problèmes financiers, donc ça s'est dissous, puis bon, l'organisme a remis les clés à la ville à ce moment-là. C'était propriété de la ville, ça l'est toujours, mais c'était opéré par un organisme. Là, le principe, c'est un peu le même, mais d'organiser les choses différemment pour que ce soit plus viable, si on veut. En ce moment, il y a une régie de transport collectif à l'échelle du Bas-Saint-Laurent qui a été créée.
Là, on a créé le modèle de financier pour financer la régie, pour développer les opérations, c'est d'avoir une taxe sur l'essence, 2 sous de taxe sur l'essence. C'est le meilleur moyen qu'on a trouvé pour financer la régie. Dans le fond, la régie, l'objectif, c'est de chapeauter toutes les structures de transport collectif qui existent dans chacune des MRC actuellement et de les lier et de les bonifier, évidemment. Puis, donc c'est ça, il y a un modèle qui a été créé, qui a été réfléchi là, pour calculer le financement en fonction d'une taxe sur l'essence. Ça a été calculé aussi en fonction d'une taxe sur l'immatriculation. Le modèle c'est très évocateur, les résultats. Là. Si on remplace la taxe sur l'essence par une taxe sur l'immatriculation, on parle de 2,5 fois la charge fiscale qu'on mettrait sur chaque personne. Suite de ça, on a fait une demande au gouvernement pour avoir l'autorisation de percevoir cette taxe-là pour financer la régie, parce que ça prend un décret du gouvernement. Ça a été refusé. En fait, il y avait eu de l'ouverture, on a travaillé beaucoup, on a fait des représentations politiques, beaucoup. On a eu récemment de l'ouverture du premier ministre quand il est venu à Rimouski. Par contre, là, on est allé au congrès de la Fédération québécoise des municipalités la semaine dernière. Et puis, on avait une rencontre avec notre ministre régional pour essayer de la convaincre parce qu'on sentait que c'était vraiment difficile de saisir pour le gouvernement c'était quoi le bénéfice par rapport à tout ça. Mais finalement, on a reçu, juste avant la rencontre, on a reçu une lettre du cabinet du ministre des Finances nous disant que c'était une fin de non-recevoir, que c'était refusé. Il faut dire que là, nous, c'était la seule perspective. On avait même fait des sondages, c'était très, très appuyé, la formation de la régie, puis même cette taxe-là sur l'essence était privilégiée par rapport à la taxe sur l'immatriculation. Bref, tout ça pour dire que le gouvernement nous a refusé la perception de cette taxe-là, puis il faut comprendre qu'on ne demande pas d'argent, on veut que le gouvernement nous autorise à percevoir cet argent-là. Fait que pour l'instant, on en est revenu au point mort. On essaye d'avoir une rencontre avec le premier ministre que s'est engagé à nous offrir notre ministre régional, mais on en est là. Fait que le plan est là, on leur a présenté un projet clé en main, puis maintenant, c'était pas suffisant, il faut croire. Donc, on attend toujours après ça. Je pense que c'est pas encore mort, mais ça va être beaucoup de travail à faire pour ramener le transport en commun, parce qu'il faut dire que c'est vraiment important. Là. Moi, j'en entends parler très, très fréquemment que c'est un besoin pour la population, là, autant pour les personnes plus âgées qui veulent se déplacer sur le territoire du Bas-Saint-Laurent, pour peu importe la raison, pour les étudiants, les travailleurs qui veulent se déplacer à Rimouski, Rivière-du-Loup, par exemple. Même les projections pour développer le réseau sont même dans les hauts pays, plus loin dans le territoire. Donc, il y aurait vraiment une bonne couverture de transport en commun partout sur le territoire du Bas-Saint-Laurent. Mais en ce moment, on est bloqué par le gouvernement. Un thème un peu plus joyeux et constructif, c'est la 3e phase du domaine des Trois-Pistoles qui est lancée? Oui, bien heureusement, ce projet-là qui datait de plusieurs années, qui prenait, ça a pris beaucoup de temps à résoudre certains enjeux. Maintenant, le projet est lancé, la construction elle est débutée. Il va y avoir une 3e phase du domaine qui est en construction, ça va arriver. Puis on a réussi à jouer avec certaines difficultés, puis on a réussi à mettre ça en place. On a beaucoup collaboré, la Ville, avec le domaine, avec le CA du domaine, l'équipe en place. Ça a été des belles discussions. On a eu beaucoup d'appui du groupe de ressources techniques là, pour mettre en place le projet. Puis on a eu de l'appui de notre député dans ce dossier-là. Ça a bien avancé grâce à tout ça. C'est une belle collaboration de tous ces acteurs-là, mais on a réussi à faire avancer le projet. Puis maintenant, ça va se concrétiser. On a l'assurance. Les travaux ont commencé déjà. Donc, voilà. D'ici 1 an, il devrait avoir des nouvelles places. C'est combien d'unités de plus? C'est 17 unités supplémentaires. Quand même. Ouais.
Merci beaucoup, M. Guilbert. Puis, ça fait plaisir. On se dit au mois prochain. À bientôt. Gaëtan Bérard, expert en bâtiment, nous parlait du programme gouvernemental Éconologie qui vise à réduire la consommation d'énergie dans votre demeure, que vous soyez propriétaire ou locataire, avec une mise à disposition de conseils, mais aussi une trousse éco-énergétique comprenant différents outils pour gérer sa consommation et l'isolation de sa maison. Regarde ça. Bonjour, je me nomme Gaëtan, je suis agent de promotion chez Expert Bâtiment pour le programme Éconologie. Éconologie, c'est quoi? C'est un programme tout à fait gratuit du gouvernement du Québec qui vise à réduire la consommation d'énergie dans votre demeure. Évidemment, au Québec, l'hiver, il fait froid. Mais ce qu'on veut en réalité, c'est que le froid reste à l'extérieur et ne rentre pas dans nos demeure. Alors, l'idée, le projet qu'on vous propose, qui n'a aucun frais, c'est d'envoyer chez vous un conseiller, un technicien en efficacité énergétique qui va évaluer un petit peu votre situation, mais surtout qui va réaliser de petits travaux légers au niveau des portes d'entrée avec du calfeutrage autour, un coupe-froid à la base. Même chose pour les fenêtres, si nécessaire. On met un petit peu de calfeutrage autour, un plastique parfois qui empêche le froid de rentrer. Les prises de courant sur les murs extérieurs, il y a moyen de mettre un petit feutre, encore une fois, pour pas que l'air froid rentre dans votre logement. Il est bon de savoir qu'un ménage au Québec, en moyenne, dépense 2 000 $ par année d'énergie pour se chauffer. En plus des conseils et des menus travaux, on remet aux gens une magnifique trousse éco-énergétique. Grosso modo, dans la trousse, il y a quoi? Des veilleuses qui s'allument, s'éteignent tout seul la nuit. C'est pour remplacer une lampe que quelqu'un laisserait allumée. Une minuterie, un thermomètre avec un hygromètre qui vous sert à mesurer le niveau d'humidité. On a quelque chose de sympathique aussi, un thermomètre pour le réfrigérateur, le congélateur, le sablier pour la douche qui vous indique quand ça fait 5 minutes. C'est pour prendre des douches un peu plus rapides et d'économiser l'eau chaude, évidemment. La pomme de douche, encore une fois, gratuitement, on peut la changer pour en mettre une super belle, téléphonique, à débit réduit, pour encore une fois utiliser moins d'eau chaude. Alors, le programme est disponible d'octobre à mars. C'est autant pour les propriétaires que pour les locataires. Et encore une fois, aucune sollicitation abusive, aucun frais. C'est ça, Éconologie. Bien sûr, le programme s'adresse principalement aux gens à revenus modestes. Mais quand même, il faut dire que c'est ouvert à beaucoup de monde. Par exemple, on se fie, c'est un programme gouvernemental, sur le rapport d'impôt de l'an passé. Il faut, pour une personne seule, gagner moins de 59 000 $. Un couple, c'est de mémoire en bas de 83 000 $, ainsi de suite, à chaque fois qu'il y a un individu de plus dans le logement. Et je l'ai mentionné, propriétaire ou locataire, la seule personne qui n'aurait pas le droit au programme comme tel, c'est un chambreur qui n'a pas de cuisine ni de salle de bain. Le locataire comme tel n'a pas besoin de demander la permission à son propriétaire. Il faut comprendre ici que ce sont des menus travaux qui finalement, à la fin de l'hiver, peuvent être retirés sans aucun problème, mais il n'y a pas d'avantage à le faire. Par contre, il y a un cas où on va chercher l'autorisation du propriétaire, c'est lorsque, dans le volet 2, on pourrait éventuellement changer le thermostat dans le logement, dans le cas où il y en aurait un vieux qui fonctionne de façon mécanique, pour le remplacer par un digital. Dans ce cas-là, absolument, oui, on va aller chercher l'autorisation du propriétaire et c'est un électricien certifié qui va faire le travail par la suite. Comment ça se passe pour les gens qui habitent dans un HLM ou une résidence de personnes âgées? Là, ça peut être légèrement différent. Lorsqu'on arrive à s'entendre avec l'administration,
Il est possible qu'on fasse plusieurs logements la même journée. Mais autrement, ce n'est pas un empêchement pour une personne qui désirait avoir droit au service. Il n'y a aucun problème. Elle peut se communiquer avec nous ou encore s'enregistrer sur le site Internet du gouvernement du Québec, qui est québec.ca/éconologie. Ici, j'ai deux éléments importants que j'ai mentionnés. Le minuteur qui finalement nous aide à brancher une lampe et on décide à quelle heure qu'elle va s'éteindre, à quelle heure va s'allumer. On n'a plus à s'en préoccuper pour le reste de la journée et de l'oublier et gaspiller de l'électricité inutilement. Et encore une fois, le minuteur différent pour la salle de bain, c'est vraiment un sablier qu'au bout de 5 minutes, le sable est terminé. On devrait avoir terminé de se laver. Ou si on veut tricher un peu, ben on coupe l'eau et on arrête le sablier. On a un peu plus de temps, mais le 5 minutes, ça sera une économie énorme et encore plus que si on prend un bain, ça coûte énormément plus cher un bain pour l'utilisation de l'eau chaude. Le 1er octobre dernier avait lieu la Journée internationale des aînés à Drummondville. C'est l'occasion de recevoir la visite de Fatima Ladjadj, directrice de Intergénération Québec, qui avait organisé l'événement. C'est ça. Donc, bonjour Fatima Ladjadj. Donc, vous êtes directrice à Intergénération Québec. Est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement et également présenter Intergénération Québec? Oui, bonjour, merci de l'invitation. Oui, je suis à la tête d'Intergénération Québec depuis plus de 14 ans. Après avoir été dans pratiquement le même domaine, donc j'ai œuvré avant cela dans le domaine interculturel et intergénérationnel, dans le cadre d'un projet de rapprochement entre les aînés québécois et les nouveaux arrivants d'origine maghrébine. Voilà. Et donc, à Intergénération Québec, c'est quoi? C'est un regroupement d'organismes qui œuvrent dans le domaine intergénérationnel et qui a pour mission de favoriser le rapprochement entre les générations pour le développement d'une société ouverte, inclusive et solidaire. Donc, il regroupe en fait une centaine de membres, dont la majorité sont des organismes et institutions qui œuvrent dans ce domaine. Et l'approche que préconise Intergénération Québec, elle est fondée sur la mise en place d'activités et d'expériences qui visent un peu la déconstruction des stéréotypes chez toutes les personnes qui participent à ces activités et aussi qui visent à modifier leur perception. Donc, sur un peu les différents stéréotypes et puis surtout sur l'agisme, parce que à l'origine, l'organisme a été créé pour justement lutter contre l'isolement et la solitude des aînés et aussi lutter contre l'agisme. On a aussi un rôle d'accompagnement de toutes les personnes et organisations qui s'intéressent à l'intergénérationnel. On offre des formations, on met à la disposition de ces acteurs intéressés par l'intergénérationnel du matériel de soutien comme des guides d'accompagnement. Et on offre aussi des espaces d'échange et d'expérience. Ces échanges, ces expériences peuvent se faire dans le cadre d'une journée de réflexion qu'on organise dans le cadre de la Semaine québécoise intergénérationnelle. On a organisé des forums participatifs, un sommet sur l'intergénérationnel, des colloques aussi. Et aussi, tout récemment, il y a 2 ans cela, dans le cadre d'expériences de communautés de pratique intergénérationnelle. Donc, c'est des échanges entre les porteurs de projets et diverses personnes qui sont intéressées par les projets intergénérationnels. Voilà un peu comment nous intervenons. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez revenir sur la Journée internationale des aînés qui s'est déroulée le 1er octobre et vous aviez notamment une table de concertation à Drummondville. Est-ce que vous pourriez en parler brièvement?
Oui, en fait, à l'occasion de la Journée internationale des aînés, nous avons été invités par la table de concertation des aînés de Drummondville et aussi leur partenaire, qui c'est un comité de recherche composé de chercheurs et de professeurs au Cégep de Drummondville, du Centre de gérontologie du Cégep de Drummondville. Donc, on a été invités pour participer à un panel de discussion sur les liens intergénérationnels et sur leurs bienfaits. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Le public cible de cet événement était majoritairement des aînés. Et donc, notre intervention a porté essentiellement sur les bienfaits du rapprochement intergénérationnel entre les jeunes et les aînés et les conditions gagnantes pour mettre en place les activités intergénérationnelles pour pouvoir les faire vivre dans divers milieux. Parce il faut noter, et c'est important de le souligner, que les activités intergénérationnelles ne peuvent constituer un excellent moyen de rapprochement entre les générations que lorsqu'on met l'emphase sur la relation positive qu'on veut construire entre les participants. Parce que ces liens dépassent le cadre familial et elles permettent parfois à tous les jeunes et tous les aînés, quelle que soit leur origine, leur horizon ou leur milieu social, d'être en contact. Donc, il faut que ces relations, ces activités, elles soient plaisantes, qu'elles suscitent de l'intérêt, qu'elles répondent aux besoins et intérêts de chacun des participants. Et en bout de ligne, il faudrait qu'elle soit porteuse, justement, de bienfaits et surtout qu'elle sème un peu l'élan de solidarité chez les participants. Vous organisez également chaque année donc la semaine québécoise intergénérationnelle, à peu près au mois de mai. Et donc ça existe depuis 1987. Donc apparemment, cette semaine a été reconnue par l'Assemblée nationale. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme activité à cette occasion-là? Et comme vous dites, c'était une campagne de sensibilisation au problème de l'isolement et de solitude vécu par les aînés depuis de plusieurs années. Et donc, en fait, la semaine est véritablement une campagne de sensibilisation. C'est l'événement phare de notre organisme. C'est une campagne de sensibilisation à l'importance de la lutte contre la solitude et l'isolement des aînés. Et et depuis mai 2022, elle a été reconnue officiellement par l'Assemblée nationale comme étant comme étant une semaine de sensibilisation de lutte contre l'agisme et l'isolement. Et cette reconnaissance, en fait, elle a été obtenue à la suite de nombreuses démarches que nous avions entreprises auprès du gouvernement, en particulier le secrétariat aux aînés, et surtout à la suite de la prise de conscience des acteurs de la société québécoise, notamment ceux qui nous gouvernent, quant à la stigmatisation dont les aînés ont fait l'objet pendant la pandémie, parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'effets néfastes sur les aînés et ils ont vécu beaucoup de situations d'isolement et de maltraitance, si je puis dire, pendant la pandémie, parce que la gestion de la pandémie était un peu difficile dans certaines organisations et institutions qui prennent en charge les aînés. Donc, pendant cette semaine, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, à l'occasion chaque année, à l'occasion de la semaine, on lance un concours de projets intergénérationnels. Donc, on invite un peu toute personne ou tout organisme à participer à ce concours. Et aussi, on encourage toutes les organisations qui œuvrent dans le domaine de l'intergénérationnel à mettre en place des activités qui rassemblent des jeunes et des aînés pour souligner un peu l'importance pendant la semaine même, parce qu'il faut dire que la semaine a lieu, comme je vous l'ai dit, la troisième semaine du mois de mai chaque année. Comme l'année prochaine, elle aura lieu du 18 au 24 mai 2025. Donc, on peut vous joindre sur le site internet intergénérationquebec.org. J'aimerais rajouter pour finaliser, donc dans la rubrique réseautage, on peut voir toutes les initiatives que vous avez faites. C'est Euh, ça. et est-ce Donc, que vous pourriez nous dire un peu plus qu'est-ce qui est fait dans le Bas-Saint-Laurent? Parce que on est ici à la TCBH et ça nous intéresserait de oui, savoir. je vous dirais que
ça ne veut pas dire que chaque année, bon, on couvre pratiquement chaque année, comme je vous ai dit, un peu toutes les régions, on reçoit des projets des 11 ou 10, de 11 à 15 régions du Québec. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que dans le cadre de la Semaine québécoise intergénérationnelle, il y a eu quand même une activité intéressante qui a été mise en place. C'est par le Carrefour international Bas-Laurentien, donc pour un projet éco-responsable qui s'appelle, dont le thème a été la simplicité volontaire. Donc, c'est un projet qu'ils ont fait en partenariat avec la MRC de la Matanie et qui s'inscrit dans le cadre du plan de gestion des matières résiduelles et la campagne d'éducation à l'éco-citoyenneté, qui a pour titre Ma planète, notre maison. En fait, pour vous dire, c'est quoi donc ce projet? Il a apporté en quoi? C'est qu'il a permis un peu aux participants d'entrevoir ensemble comment peut-on consommer de façon très modeste et d'éviter la surconsommation et la consommation en superflu pour pouvoir un peu répondre un peu aux problèmes climatiques et puis répondre aux problèmes de l'économie durable. Donc, c'est faire prendre conscience aux jeunes qu'on n'a pas besoin d'aller dans la surconsommation, dans le superflu pour pouvoir vivre et puis avoir du fun. Donc, c'était un peu d'inculquer des idées d'activités simples qui pourraient procurer du bonheur sans pour autant aller dans le fast et puis les choses qui ne sont pas essentielles. C'est un peu en ça que ça a consisté. Il y a eu aussi un autre projet qui consistait, c'était un projet, c'est plutôt une activité qui a été mise en place dans le cadre de la Semaine québécoise intergénérationnelle. Ça a été la pétanque lumineuse. Donc, elle a été initiée par la municipalité Lapocatière. Donc, c'était l'organisation d'un tournoi amical intergénérationnel de pétanque. Donc, c'est des activités, ça peut être des activités très simples, comme je dis, comme ça peut être des projets très, disons, qu'on organise à plus ou moins long terme et puis qui ont des impacts et des effets porteurs à moyen terme. Donc là, à cette occasion-là, vous aviez invité des jeunes à participer à des tournois de pétanque avec les aînés, c'est ça? C'est pas nous, comme je vous ai dit, nous, notre rôle, c'est de promouvoir les activités qui sont organisées soit par des institutions, comme je vous dis dans ce cas-ci, c'est la municipalité Lapocatière qui a initié le tournoi amical intergénérationnel dans la région. De Nous, manière générale. notre rôle, c'est vraiment de promouvoir toutes les activités qui nous viennent dans le cadre du concours, parce que dans le cadre du concours, on collige tous les projets qui participent au concours et on les met dans la plateforme réseautage. Pourquoi? Pour pouvoir permettre aux gens qui s'intéressent à l'intergénérationnel de pouvoir s'inspirer de ces projets-là s'ils veulent se lancer dans l'intergénérationnel. Et dans le cadre des activités qui sont organisées dans le cadre de la Semaine québécoise intergénérationnelle, ce qu'on fait, notre rôle, c'est d'inviter et d'encourager tous les organismes et institutions de mettre en place durant cette semaine des activités qui rassemblent des jeunes et des aînés. Nous, notre rôle, c'est de promouvoir tout ça grâce à notre site Internet. Et puis, espérant que votre région aura de beaux projets. Oui. On espère qu'ils vont participer au prochain concours parce que la date de lancement du prochain concours, elle est prévue pour le 11 novembre et la date butoir de dépôt pour le dépôt de projet est le 2 mars 2025. Et je vous remercie en tout cas pour ce beau témoignage et puis cette belle présentation. Et puis ben, on souhaite que ça perdure dans le temps. Merci beaucoup et merci aussi encore une fois de votre invitation. Le 29 septembre dernier, Jean-René Thuot nous présentait une conférence portant sur l'histoire de la construction de l'église de Saint-Simon de Rimouski.
qui, soit dit en passant, est la plus vieille église encore dédiée au culte à l'est du Québec. On regarde ça. Donc, je me présente, Jean-René Tuot, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Rimouski. Donc, je suis ici depuis 2010, dans la région. Et à Saint-Fabien depuis peu, d'ailleurs. J'ai déménagé à Saint-Fabien à côté. Tellement de belle région ici. Donc, je tenais d'abord à remercier l'invitation qui m'a été faite par Baudouin Gagnon, qui est président de la Fabrique, qui est rendu dans la sacristie. Un homme à tout faire, qui m'accueille depuis plusieurs années avec mes étudiants ici, parce que quand je donne mon cours Histoire des régions de l'Est du Québec ou Histoire d'architecture, je passe par ici, je passe par Saint-Simon, puis c'est Baudouin qui nous accueille pour visiter l'Église. Puis aussi le comité de réflexion sur l'avenir de l'Église de Saint-Simon qui cautionne évidemment cette démarche-là. Le rôle justement des chercheurs comme moi, c'est d'appuyer les démarches comme ça de mise en valeur des comités sur le territoire. C'est à ça, il faut bien servir à quelque chose. Donc, ça fait partie de notre rôle et je suis content de pouvoir l'exercer. Donc, je considère que c'est un privilège d'être devant vous aujourd'hui pour parler de cette église-là, qui est une de mes églises chouchou. Donc, pourquoi que je vous dis que c'est un privilège de m'intéresser à cette église-là? Bien, il y a quelques raisons. Donc, la première raison qui fait que je suis content d'être là, c'est que c'est la plus vieille église qui est encore dédiée au culte à l'est de Rivière-du-Loup, donc au Québec. Donc, déjà, elle a une valeur particulière à cause de ça. Après, bien, elle a un excellent état de conservation. Donc, quoi qu'on en dise, peut-être que vous-même avez déjà comparé avec d'autres églises dans d'autres régions, mais elle est vraiment elle offre une belle intégrité à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Elle est en très bon état. Mobilier intérieur et extérieur. Et sinon, bien, parce que l'histoire de sa construction est intéressante pour un historien. Premièrement, bien, parce qu'elle n'est pas connue, puis deuxièmement, parce qu'elle est longue puis elle est complexe. Puis raconter l'histoire d'un chantier d'église dans la perception populaire, souvent, c'est de dire, OK, c'est en telle année ou c'est entre telle année puis telle année, c'est entre 32, 34, entre 34, 35, mais un chantier d'église dans le monde préindustriel, c'est long. C'est très, très, très long. En fait, c'est ce que vous allez comprendre un peu avec la présentation d'aujourd'hui, c'est que ça se termine comme pas, finalement. Ça continue tout le temps. Donc, autrement, l'Église que vous avez devant vous ici, bien, elle se démarque par sa sobriété sur tous les plans. Pour moi, c'est le parfait petit modèle de l'Église dite communautaire à échelle humaine, avec une beauté toute simple, toute naturelle. Puis c'est ce qui m'amène à insister sur cette dimension-là aujourd'hui, c'est que l'Église de Saint-Simon, c'est une très belle œuvre d'art simple en soi, l'ensemble de l'Église. Donc, une réalisation qui a été achevée par des maîtres artisans spécialisés que vous allez avoir avantage à connaître, que je vais vous faire découvrir, mais aussi par plusieurs paroissiens qui ont mis du temps et des matériaux dans l'Église. Donc, le fameux slogan là, de la soupe habitant, là, il y a un petit peu de nous autres là-dedans. Là. C'est ça, une Église. C'est que tout le monde y met du sien si on veut atteindre le résultat à la fin. Donc, mon souhait, c'est de vous faire découvrir l'histoire, dans le fond, d'un riche chantier de ces acteurs, d'éclairer le parcours de ce que moi j'appelle un monument d'architecture vernaculaire qui est très intéressant, c'est-à-dire fait par des gens d'ici avec des matériaux d'ici. C'est ça, une architecture dite vernaculaire. Je ne sais pas si tout le monde voit bien, sinon il reste encore des places en avant, ceux qui veulent s'avancer, parce qu'il y a quand même plusieurs images aujourd'hui, parce que si on parle d'histoire de la construction ou d'histoire d'une église, ça prend des images, donc je vais vous en offrir beaucoup. Ce que je vous propose au cours des prochaines minutes, vous pourrez voir à peu près peut-être 60 minutes. Premièrement, je reviens rapidement sur la création d'une nouvelle paroisse, c'est-à-dire Saint-Simon. Deuxièmement, mettre au monde une église, parcours du combattant, 31 à 37. Après, d'un chœur à l'autre, 38 à 81, parce que le chœur que vous voyez là n'existait pas à l'origine. Et enfin, un nouveau départ, 1882 à 1904. Donc, dans le fond, je découpe l'histoire de la mise au monde de l'Église à peu près dans sa forme actuelle, ce qui nous amène justement au début du 20e siècle, en 1904. Puis je vous laisse sur un petit mot que j'intitule « Une œuvre communautaire vivante », parce que c'est ce que c'est. Donc, certains d'entre vous ont peut-être remarqué sur la façade de l'Église qu'il y a peut-être des petites incongruités dans la signalisation, ce qui est écrit sur les différents panneaux.
Donc, au-dessus du portail, vous avez une pierre de datation qui indique 1838-1903. À droite de la porte, il y a une plaque de bronze, hommage au bâtisseur 1828-1978. Puis il y a le panneau de sacré artisan qui indique 1831. Donc, à quoi correspondent ces dates-là au juste? Donc, j'espère qu'à la fin de ma présentation, vous allez être capable vous-même d'aller interpréter ces dates-là, de replacer la chronologie dans votre tête et peut-être même d'être critique de ces inscriptions-là qui sont sur le devant de l'Église. Mais avant d'aller plus loin, bien justement, on va commencer par le commencement. Donc, l'occupation du territoire bas-laurentien par des immigrants européens, ça démarre grosso modo dès la fin des années 1600. Dans le Bas-Saint-Laurent, tout de suite, il y a des Européens qui s'installent. Parmi les plus vieilles paroisses qui ont été fondées, on va retrouver Saint-Germain-de-Rimouski en 1701 et Trois-Pistoles en 1713. Donc, je vous nomme ces deux paroisses-là parce que c'est important pour la suite des choses. Saint-Simon est entre les deux. Donc, il va falloir attendre, par contre, l'accélération de la colonisation des terres au début du 19e siècle, donc au début des années 1800, pour que tout le littoral du fleuve soit occupé par des paroisses d'une distance d'à peu près 15 à 25 km. Aujourd'hui, si vous partez, par exemple, de Matane, puis vous roulez jusqu'à Québec, à toutes les 15 à 25 km, il y a une paroisse. Il n'y a jamais 50 ou 70 km entre deux paroisses. C'était à peu près ça le ratio. Si on voulait avoir 1000... À chaque fois qu'on avait 1000 ou 2000 personnes à peu près, il y avait un rayon nécessaire pour créer une paroisse. Donc, sauf que justement, au début du 19e siècle, c'était pas ça. Donc, dans les années 1820, il y a 63 km qui séparent Rimouski de Trois-Pistoles et ces 63 km-là sont occupés par des familles de colons qui espèrent parcourir moins de distance pour aller faire baptiser leurs enfants. Donc, c'est comme ça que ça commence souvent. On dit, bon, peut-tu avoir des services, s'il vous plaît? Déjà, le salut de notre âme, puis avoir accès à des services réguliers. Vous, les copains, je ne vous oublierai jamais. Et nous, toute la vie, nous serons toujours des amis. Et nous, on est bien. Oui, monsieur le régisseur, j'y venais. Rétrospective de l'été, le festival des Vieux Copains avait lieu du 28 au 30 juin dernier sur la scène du Caveau à Trois-Pistoles. Ce fut un succès pour cette première édition. Plusieurs artistes de la région étaient présents et on attend avec impatience l'édition 2025. Didi dam, didi dou. Merci. J'ai souvenir encore d'une rue d'un quartier qui me vit souffrir, grandir par les années. C'est dans un vieux taudis que 10 ans de ma vie j'apprenais à mentir. Pourquoi vieillir? J'ai souvenir encore d'une vieille maison que l'on se partageait, chacun à sa façon.
un logement bien chauffé, on a si bien gelé, les rats dans l'escalier prenaient J'ai regardé au large à la tête des bois, j'ai vu poindre l'étoile et tomber le froid. On me sumait en temps sous le frima des champs, j'ai usé ma tête de pioche, puis cassé les grosses roches. J'ai usé ma tête de pioche et la tête des bois. J'ai fondu des rondins aux lueurs du matin. J'avais pensé à toi, j'ai perdu mon chagrin. La poupée. C'est une poupée qui fait non, 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 non. Quelque chose aussi. Toute la journée, elle fait non. Non, non, c'est pas ça. Non, 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 c'est pas comme ça. Non, 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 c'est pas comme ça qu'on fait l'amour. Regardez les Chinois. Marcher pour une nation qui, je crois, veut vivre libre. Et on entend la révolution qui voudrait bien tout nous dire. Ton amour est trop lourd, tu me sers trop fort. Remets-moi les clés, laisse-moi seul ce soir. Ton amour est trop lourd, tu me sers trop fort. Remets-moi les clés, laisse-moi seul
mais je dis rien. Là. On sait qu'il va y avoir un festival des chansonniers en 2025 à Trois-Pistoles. Je sais qu'il y a des talents locaux qui m'ont parlé toute la fin de semaine. Là. Préparez-vous parce que je n'assume mémoire. Donc, un an. Oh yeah! Il manque pas de place, on va avoir des soirs, on va faire ça pendant 3 mois. Les vieux copains vont vous craquer. Ça va être trop de stock à 3 pistoles. On vous laisse avec quelques images du Festival des couleurs de Saint-Mathieu de Riou qui nous rappelle notre belle saison d'automne. Ce festival avait lieu le 5 octobre dernier avec différents jeux, visites, randonnées, activités jeunesse. C'était Anouk pour la TCBH et nous vous souhaitons une bonne semaine et on vous dit à la prochaine.